On va commencer, donc le groupe de la Libre Pensée de Saint-Nazaire nous a proposé une conférence débat. Cette conférence débat, comme je l'ai dit, avec deux intervenants. Alain va nous parler de la laïcité, de la libre, et qui va nous parler également de la libre pensée et un petit peu aussi de l'appel des laïcs. Je vous signale que là où il y a Nicole, à la table au fond, il y a donc cet appel des laïcs qui date de 2 ou 3 ans. Donc, si vous voulez le consulter et le garder, parce qu'il y en a quand même suffisamment, vous pouvez l'avoir et c'est gratuit. Et deuxième partie de la conférence, Roger qui va nous parler de l'actualité. Alors l'actualité sur la laïcité, c'est pas ce qui manque. On dira le voile par exemple, hein, mais il y a plein d'autres choses. On parle aussi, là j'ai entendu récemment, la laïcité dans les entreprises, on en avait déjà parlé, mais il y a besoin, je pense, de remettre les choses au clair. Et il nous parlera également de la campagne pour la défense de la loi de 1905, la loi de séparation des églises et d'État. Baptisée, entre guillemets, loi de la laïcité, mais elle s'appelle en réalité loi de séparation des églises et de l'État. Et ensuite, donc, il y aura un débat pour tous ceux qui veulent intervenir et des réponses si possible. Donc la parole est à Alain. Bon, eh bien, comme disait Marcel, je vais parler pas tout de suite de laïcité, parce que la laïcité, c'est un mot très moderne, très neuf, en fait. Mais au départ, avant qu'il y ait laïcité, il y a laïc. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un laïc? Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Ferdinand Buisson, qui en connaît quelque chose, et qui, en 1903, a donné un petit peu une définition dans son dictionnaire pédagogique. Alors, je vais le relire, mais vous allez voir, c'est beau comme du Prévert, au départ. Pour faire un républicain, il faut prendre un être humain si petit et humble qu'il soit, un enfant, un adolescent, une jeune fille. Il faut prendre l'homme le plus inculte, le travailleur le plus accablé par l'excès de travail, et lui donner l'idée qu'il faut penser par lui-même, qu'il ne doit ni foi ni obéissance à personne, que c'est à lui de chercher la vérité, et non pas la recevoir toute faite d'un maître, d'un directeur, d'un chef, quel qu'il soit, temporel ou spirituel. 1903, c'est très d'actualité quand même. Et puis en plus, c'est pas mal ce qu'il dit. Alors, en développant ça, parce qu'il faut quand même un petit peu le développer, l'origine et la signification exacte de ce mot laïque, d'où la génération contemporaine a tiré le néologisme laïcité. Laïcité, c'est vrai que c'est un mot qui existe depuis 1870-71, au moment en fait de l'avènement de l'école laïque. Avant, ce mot-là n'existait pas. On attribue à M. Littré d'avoir créé ce mot. Ça vaut ce que ça vaut. Enfin déjà, Littré était quelqu'un qui connaissait un petit peu la sémantique. Alors, c'est ce que nous allons essayer d'expliquer en quelques lignes. Au Moyen-Âge, on disait laï, L-A-I. Il y avait dans les couvents des frères laïs, des sœurs laïs. C'était des personnes qui vivaient dans l'enceinte d'une communauté monastique sans avoir prononcé de vœux. Ils remplissaient des offices de domesticité, c'est tout. La forme laïque, elle est moderne. Les deux vocables laïc et laïque sont ce qu'en grammaire historique on appelle des doublets. Alors, je ne vais pas faire le savant, mais c'est toujours important de savoir pourquoi. Alors, ce sont deux formes du même mot, l'une populaire et l'autre savante, comme le sont par exemple les formes frêles et fragiles. Donc les deux ont existé en même temps, mais l'une dite savante et l'autre utilisée depuis le début d'une façon plus populaire. L'une et l'autre forme représentent le latin laicus, car après laicus a été la forme du mot laïc. Le laïc, c'est la forme populaire qui date des premiers temps de notre langue. Laïc est la forme savante, qui n'a été employée qu'à partir du XVIe siècle. Et le mot populaire reproduit plus exactement l'original latin que de le fait le mot savant, quoi qu'il en puisse paraître à première vue. En effet, dans le mot laïc, créé à une époque où l'on avait perdu le souvenir de la prononciation du latin, l'accent tonique a été déplacé et reporté sur la terminaison ic, tandis que dans le mot latin, il était sur la syllabe initiale la. Le mot laï, malgré l'effritement dû à un long usage, malgré ses traductions à la forme monosyllabique que lui a donné le parler populaire, est donc plus rapproché du latin que le vocable
trisyllabique, minutieusement calqué, lettre à lettre sur laïcus. Bon, ça c'est pénible à lire, mais ça donne une certaine idée de comment les choses se sont formées. Alors, après, mais alors justement, on en arrive de plus en plus aux origines. Mais que voulait dire ce mot latin, laicus, et d'où venait-il? On en chercherait vainement l'étymologie dans les racines propres à la langue de Rome. C'est un mot étranger. C'est la transcription de l'adjectif grec laikos, et celui-ci est dérivé du substantif grec laos, qui signifie peuple, nation. Le véritable sens, le sens primitif et étymologique du mot laïc ou laïque, est donc celui de populaire ou national. Ce mot fut employé dans les premières communautés chrétiennes où l'on parle grec. On sait que le grec est la langue des évangiles. Il servit à désigner, au moment où dans ces communautés se constitua, un clergé distinct du peuple et élevé au-dessus des simples fidèles, ceux qui n'étaient pas du clergé, ceux qui formaient la masse populaire. Donc d'un côté, on a ceux qui sont à part de la masse populaire, qui est le clergé, et puis autrement, tout le peuple qui, lui, ne fait pas partie du clergé. Une façon de mieux déterminer la valeur exacte du mot laïque, c'est de rechercher quel est son contraire. C'est le mot qui s'oppose à lui, comme par exemple, civil s'oppose à militaire, ou public à privé. Le mot qui s'oppose étymologiquement et historiquement à laïque, de la façon la plus directe, ce n'est pas ecclésiastique, ni religieux, ni moine, ni prêtre. C'est le mot clerc. Le mot clerc qui aujourd'hui a reçu plusieurs acceptions, assez éloignées l'une de l'autre, n'a eu à l'origine qu'une signification unique, celle de membre du clergé. Il a été formé du latin clericus par éviscération d'abord, c'est-à-dire par l'élimination de la voyelle placée au cœur du mot i et de la contraction des parties restantes. Et ensuite par la chute de la résonance us. Alors ça c'est compliqué, mais bon là pareil, ça sert à savoir pourquoi clericus est devenu clerc. Ah, comme laicus donnait des doublets à côté du mot clerc. Voilà. Et ensuite, comme pour le mot laïque, ce n'est pas le latin qui nous fournira la racine de clerc et de clericus. Il faut remonter encore jusqu'au grec. Le latin clericus, c'est la forme de l'adjectif grec clérikos, dérivé du substantif cléros, qui a pris dans le langage des auteurs ecclésiastiques le sens de clergé, mais qui signifie originalement lot, ceux qui font partie du cléros. Ce sont ceux qui forment le bon lot, ceux qui ont été mis à part, les élus. Ouais, ça va jusque-là. Hein. C'est-à-dire, au début, les chrétiens par opposition aux gentils, et plus tard dans la société chrétienne, les prêtres par opposition à ceux qui ne l'étaient pas. La transcription latine du grec cléros est clerus, qui a passé dans l'allemand sans changer de forme, et dans l'italien et l'espagnol sous la forme cléro. Notre mot français clergé, dont la forme ancienne est clergi, état de celui qui est clair, n'a pas été tiré directement du latin clerus, mais a été dérivé du français clair. Alors, la conclusion de ça, ces recherches étymologiques conduisent à autre chose que la satisfaction d'une vaine curiosité. Les constatations que nous venons de faire portent avec elles leur enseignement. Le clergé, les clercs, c'est une fraction de la société qui se tient pour spécialement élus et mise à part, et qui pense avoir reçu la mission divine de gouverner le reste des humains. Rien que ça. L'esprit clérical, c'est la prétention de cette minorité à dominer la majorité au nom d'une religion. Les laïcs, c'est le peuple, c'est la masse non mise à part, c'est tout le monde, les clercs exceptés. Et l'esprit laïque, c'est l'ensemble des aspirations du peuple, du laos, c'est l'esprit démocratique et populaire. Voilà ce que disait M. Ferdinand Buisson en 1903, ce qu'il a écrit dans son dictionnaire. Là aussi, c'est une origine qui est bonne à savoir, parce que le mot laïque, même dans sa forme très ancienne, ne date pas simplement des premières recettes de compote. Ça date quand même, et encore quoi que peut-être les Grecs faisaient des compotes déjà, mais ça date d'assez loin tout ça. Donc c'est pas quelque chose qui est inventé pour satisfaire des gens qui ne croient en rien, comme les libres penseurs par exemple. Donc ça c'est une chose, ça c'était la définition du mot laïque. Donc comme on a dit tout à l'heure, le mot laïcité c'est un néologisme tiré du mot laïque. Donc c'est arrivé au moment où il a fallu quand même employer quelque chose qui déterminait l'école, qui était devenue laïque et obligatoire, quand même pas l'oublier, et puis derrière tout qui se mettait en place, puisque peu de temps après, il y a eu quand même cette loi de 1905 qui a été votée pour la séparation des églises et de l'État, et c'est quand même bien la laïcité qui a mis cette loi en branle. Tous ces gens qui étaient persuadés que la laïcité allait faire quelque chose dans le rapport entre les gens.
Hein. La loi de séparation des églises et d'État, Roger le rappellera tout à l'heure, c'est quand même quelque chose de très important. L'État ne reconnaît aucun culte, mais respecte la croyance de chacun. Hein, sans dire on est pour tel ou tel. Il y a un respect de la sphère. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de sphère privée et sphère publique. La sphère privée, on fait ce qu'on veut dans la sphère privée. Et dans la sphère publique, là où il y a une représentation de l'État, tout est géré par cette scission entre l'État et les religions. Il y a des religions. D'ailleurs, il n'y en a pas que 3 ou 4, il y en a beaucoup plus que ça. N'oublions jamais, mais ça ne me regarde que moi, une religion, c'est quoi? C'est une secte qui a réussi. Donc quand on fait le bilan de tout, il y en a un sacré paquet. Hein. Voilà. Non mais il faut être bien sûr de ça. Donc ça c'était un premier chapitre. Après le deuxième, c'est qu'est-ce que c'est que la libre pensée? Alors, la libre pensée, pareil, ça date pas d'hier, ou ça se saurait. Alors là, on va dans des racines dans l'Antiquité. Bon, on est à peu près dans la même chose. On arrive, c'est drôle parce qu'on arrive toujours pareil dans la civilisation grecque. Socrate, Démocrite, Épicure, Lucrèce, ce sont des premiers libres penseurs. En passant par le Moyen-Âge, Villon. Bon, Villon qui était aussi quelqu'un quand même montré du doigt. Puis la Renaissance, Erasme, Rabelais, Dolay, Giordano Bruno, alors celui-là il a eu beaucoup de mal. Et puis donc les racines triomphantes dans les lumières du XVIIIe siècle et à la Révolution française. La libre pensée fut l'œuvre de tous ceux qui refusèrent les vérités révélées et imposées par les autorités et qui osèrent se dresser un jour pour dire non à l'obscurantisme et à l'oppression. Fondée en 1847, ici en France, la libre pensée moderne, par la rencontre de militants conscients du mouvement républicain ouvrier naissant qui se fixait pour but la laïcité de l'école et de l'État et la lutte intransigeante contre l'oppression religieuse. La libre pensée compta parmi ses membres les plus illustres figures du 19e et du 20e. François Boissin Raspail, Auguste Blanqui, Victor Hugo, Émile Littré, Paul Bert, Ferdinand Buisson, Aristide Briand, Georges Clemenceau, Émile Zola, Robin Roland, Victor Bach, Édouard Herriot, Anatole France, Jean Jaurès, Bertrand Russell, Jean Rostand comptèrent parmi ses membres. Alors tout ça pour dire que c'est pas simplement que des stations de métro. Dans certains, bah tiens, on descend à Blanqui. Ah bon, d'accord. Pour savoir un petit peu que c'est autre chose que ça. Donc la libre pensée, elle repose sur 4 principes fondamentaux que des générations entières de libre penseurs ont mis en œuvre. Elle est anticléricale, ça c'est la première fois, car elle refuse toute ingérence des religions dans la société civile et dans les institutions républicaines. Elle agit pour le strict respect de la loi de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905, produit de l'action des libres penseurs. La libre pensée est pour la laïcité institutionnelle, ce qui est le cas encore aujourd'hui. Elle est anti-religieuse, car elle considère les religions comme l'une des principales sources d'oppression et d'obscurantisme de l'humanité. Elle estime que l'homme doit conquérir son bonheur de son vivant et non dans un pseudo-paradis extraterrestre. Elle refuse toute vérité révélée, récuse tous les dogmes et se prononce pour une totale liberté de la pensée. Elle est antimilitariste, car elle refuse que les peuples se massacrent pour des intérêts qui ne sont pas les leurs. Se prononçant pour le désarmement unilatéral, elle est internationaliste, car elle place au-dessus de tous les intérêts des peuples pacifiste, la libre pensée est membre des forces libres de la paix. Elle est anticapitaliste, car elle refuse toute exploitation économique qui, comme l'oppression politique et religieuse, ne vise qu'à assujettir l'individu au détriment de ses droits légitimes. Sociale, elle milite pour l'émancipation totale de l'individu. Les libres penseurs sont des individus. Alors, dans le mot individu, en général, quand on dit qu'est-ce que c'est que cet individu, il y a toujours une connotation péjorative. Pas ici, hein, parce que là, il s'agit de nous. Donc là, ce n'est pas du tout péjoratif. Les libres penseurs sont des individus libres. C'est pourquoi, en adhérant à la libre pensée, ils s'engagent à ne faire aucun sacrement religieux pour eux-mêmes, ainsi que pour leurs enfants mineurs, et à avoir des funérailles civiles. Voilà. Considérant que les institutions républicaines doivent retrouver force et vigueur, les libres penseurs exigent, alors ça c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est toujours valable, le curé à l'église, l'instituteur à l'école, pas un centime de fonds publics à l'école privée, abrogation de toutes les lois anti-laïques, abrogation du statut d'exception cléricale d'Alsace-Moselle et d'autres, puisqu'il n'y a pas que là que ça existe, retour à un strict respect de la loi de séparation des églises et de l'État. Voilà ce que c'est que la libre pensée.
Alors, la libre pensée s'est autorisée à faire ça parce que, comme on a vu tout à l'heure, elle est quand même pour quelque chose dans la loi de séparation des églises et de l'État, donc ce qui constitue comment dire, laïcité d'aujourd'hui. Alors, j'ai perdu un petit truc, les principes. Voilà. Alors, tout ça, ça a amené, à un moment donné, on a vu que la laïcité existe, les guerres sont passées par là, et à chaque fois qu'il y a une guerre, naturellement, on en profite pour faire une chasse aux sorcières. Donc, les libres penseurs, à un moment donné, surtout la dernière guerre, ont quand même été un petit peu poursuivis, comme on dit, comme d'autres. Sans les rattraper, c'est ça. Vous direz comme l'autre, c'est sûr. Enfin, après, pour reconstituer un mouvement qui est un mouvement, comment dire, comment on appelle ça, qui est philosophique plutôt, c'est plus compliqué d'aller chercher des partisans quand les partisans, ceux qui étaient en place, se sont vus poursuivis. Bon. Donc la libre pensée actuelle, elle est renée de ses cendres vers 1980. Après, derrière ça, il a fallu faire un petit peu le compte des personnes qui étaient adhérentes sur le plan idée. Et puis, à un moment donné, vers 2015, quelque part par là, il y avait une espèce de calme plat en ce qui concerne l'idée de la laïcité. Or, il n'y a pas qu'à la libre pensée qu'il y a des laïcs. Il y en a dans beaucoup de formations, beaucoup d'organisations. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, mais c'est pas possible, les laïcs ne se manifestent pas. Et il y a eu, en 2015, il y a eu l'appel aux laïcs. L'appel aux laïcs, ça a été... Non, d'abord. En 2015, c'était avant. C'était avant. Alors, disons avant 2015. Voilà. Bon, avant 2015. 30 ans avant. 30 ans avant. Alors, l'appel aux laïcs, 30 ans avant. Alors, donc, effectivement, je ne suis pas endormi. Mais ça veut bien dire qu'à un moment donné, il a fallu un petit peu voir qu'est-ce qu'il en était. Donc, derrière cet appel aux laïcs, il y a eu des réponses qui se sont faites. Et puis, à un moment donné, suffisamment importante pour dire, on va faire l'appel des laïcs. L'appel des laïcs, c'est-à-dire la libre pensée n'était plus toute seule, elle était avec d'autres formations où il y avait des laïcs qui, eux, avaient l'intention de continuer à dire oui, il faut que la laïcité continue à exister, etc. Alors, là, ici, il y a eu un appel, comme a fait voir Nicole tout à l'heure, un appel des laïcs, avec un texte que je vais vous dire. Et puis, ce qui est assez drôle, alors ça a été signé par tous les gens qui ont une certaine idée de cette laïcité. Et il y en a un, alors qui me laisse toujours un petit peu baba, c'est M. Bernard Quelquejeu, qui est membre de l'Observatoire chrétien de la laïcité, et qui a signé cet appel des laïcs. D'accord. Donc, Parce qu'il est d'accord. Parce qu'il est d'accord. Donc comme quoi, c'est pas en étant, il est observateur de la chrétienté, mais ça fait rien. Il est d'accord. Alors, l'appel des laïcs, il y a quelque chose qui est important là-dedans, c'est de rappeler ce qu'a dit. Alors, je prends référence à des personnes qui savent. C'est bien Jean Massé qui a fait l'histoire de comment dire, la laïcité n'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une. Voilà, c'est Jean Massé. À chaque fois, on peut se tromper. Donc ça, c'est assez important. Fondateur de la Ligue de l'enseignement, quand même. Un des fondateurs de la Ligue de l'enseignement. Un des fondateurs de la Ligue de l'enseignement. Donc, j'étais pas là. Donc, toi, tu étais là déjà. C'est bien de l'avoir rappelé. Voilà, donc, l'appel des laïcs constitue en ça. Donc, c'est pour le respect, en fait, de la laïcité. C'est peu dire que la laïcité va mal. Malmenée, manipulée, vilipendée, on n'ose plus s'affirmer laïque par peur des amalgames et des connaissances. Principe de paix, elle serait devenue sujet de discorde. Principe d'unité par-delà les différences, on lui assigne des fins identitaires. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. L'extrême droite de tradition, pourtant anti-laïque depuis toujours, veut s'approprier le mot pour mieux distiller son venin xénophobe. Hier les juifs, les arabes, aujourd'hui les musulmans, on ne peut se réclamer de la laïcité quand on soutient les prières de rue, quand il s'agit de l'église Saint-Rita, mais qu'on les condamne quand elles se font aux abords des mosquées. On n'est pas laïque quand on se fait le porte-parole des discours les plus réactionnaires du Vatican en appelant à la suppression du planning familial. Non, l'islam ne serait pas par nature plus hermétique aujourd'hui à la laïcité que ne l'était le culte catholique en 1905. La laïcité n'a pas à s'adapter à une religion, de même qu'aucun croyant ne peut réclamer de droits particuliers. La République est séparée des religions. Elle n'a pas à organiser les cultes. Ça, c'est important pour aujourd'hui.
Nous, militants laïcs, par-delà parfois les divergences d'analyse, en appelons à la constitution d'un front commun autour des fondements de la laïcité républicaine, tels que définis par la loi de 1905. Être laïque, c'est reconnaître que l'État assure en même temps la liberté de conscience, croyants et non-croyants, et le libre exercice des cultes. Être laïque, c'est affirmer que l'État doit reconnaître, salarier ou subventionner aucun culte. Par conséquent, la République ne tranche pas parmi les cultes plus ou moins respectables. Elle demeure indifférente dans la seule limite du respect de l'ordre public et des lois communes. Ses élus et représentants doivent conserver cette neutralité dans leurs fonctions. La République ne juge personne selon ses croyances ou appartenances présumées. Elle accorde à l'école publique la noble mission d'instruire les enfants. C'est par conséquent à elle que l'État doit accorder les fonds nécessaires aux défis que porte l'école d'aujourd'hui. Nous, militants de la cause laïque, appelons à la plus grande vigilance contre toute tentative de détourner la laïcité de ses objectifs. En cette date anniversaire de la loi de 1905, nous en appelons au respect plein et entier de ses principaux fondateurs. La laïcité organise l'espace public et donne sens à la citoyenneté républicaine qui garantit la démocratie. Ce n'est ni une police de la pensée, ni une opinion philosophique parmi d'autres particulières. La loi de 1905 est une loi de liberté qui permet toutes les autres libertés. Elle doit donc être préservée. Voilà. Voilà, moi, ce que j'avais à dire là-dessus. On pourra encore étaler, mais là, on va prendre sur la partie de... Il y a encore plein de choses à dire sur la laïcité. Maintenant, ce qui est bien, c'est peut-être de prendre des exemples d'aujourd'hui, là où on commence à dire que la laïcité, elle est comme ci, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'on lui met un adjectif. Mais la laïcité n'a pas besoin d'adjectif. Elle est, c'est tout. Elle n'est pas adjectivable. Je ne sais pas si ça existe le mot, mais elle n'est pas adjectivable. J'ai le droit de le dire. Merci. Voilà. Merci Alain. Bon. Alors, ça date, cet appel des laïcs, du 9 décembre 2016. Et vous en avez toute une série là-bas, hein, si vous voulez avoir le texte. Et les premiers signataires. Ça peut être intéressant aussi de savoir, en plus de celui qui a été cité par Alain. Oui, en plus. C'est pas le seul. Oui, mais alors Roger, donc deuxième partie de la conférence, qui lui va intervenir surtout sur les questions d'actualité et la défense de la loi de 1905. Merci. Bonjour à tous. Donc la laïcité est en ce moment où l'on repose de l'actualité, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, et en particulier sur la question des accompagnatrices scolaires voilées. On n'a pas manqué d'être observateur de cette campagne en tout genre et en tout lieu. Donc il est temps d'organiser un peu cette affaire, de regarder ce qu'il y a dedans, au nom des principes de la laïcité, en les rappelant et en donnant une dimension historique à toute cette affaire. Alors d'abord, je vais faire quelques remarques. J'ai 1, 2, 3, 4 remarques qui permettra de ne pas avoir à les intégrer dans la présentation, les mettre un peu en exergue. D'abord, il y a une différence entre la laïcité de l'État et la laïcité de l'école. Parce que beaucoup mélangent, et dès qu'on mélange, on ne comprend plus rien, comme d'habitude. La laïcité de l'État s'appuie principalement sur la loi du 9 décembre 1905. C'est celle-là de la promulgation. Il y en a même qui disent que c'est la date du vote, oui, ça veut dire qu'ils n'ont jamais regardé. C'est la date de promulgation de la loi, le 9 décembre 1905. Dite séparation des églises et de l'État, comme ça a été rappelé. Et ça a été dit aussi, la libre pensée a été, comme je l'ai mis dans la pub, le fer de lance du vote de cette loi. Il nous donne une certaine légitimité pour en parler. La laïcité de l'école publique est basée sur d'autres lois. Principalement la loi Ferry de 1882, alors là qui rajoute 1881, je me souviens, mais c'est du tirage d'experts, et la loi Goblet de 1886, c'est-à-dire antérieure à la loi de 1905. Je ne vous refais pas l'histoire de la Troisième République, il y a eu d'autres conférences où ça a été fait, mais juste pour vous dire, il ne faut pas mélanger les choses, ça se recoupe certes, mais les lois qui sont derrière la laïcité de l'État et la laïcité de l'école publique ne sont pas exactement les mêmes. Deuxièmement, ça c'est plus une remarque, moi je suis un peu énervé par les sondages. Vous savez, dans les sondages, on vous donne généralement les commentaires sur les réponses.
C'est-à-dire vous n'avez pas les questions, vous n'avez pas les réponses, mais vous avez les commentaires sur les réponses. Mais en général, il y a toujours un lien, quand c'est informatique, on peut arriver à retrouver les questions. Et je me suis aperçu que dans les sondages, on en apprend beaucoup plus sur ceux qui ont écrit les questions que sur ceux qui ont répondu. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Une observation. Je prends un exemple. On a entendu la question, êtes-vous pour ou contre les signes religieux dans l'espace public? C'est le genre de question qu'on a dans les sondages. Êtes-vous pour ou contre les signes religieux dans l'espace public? Ça ne veut rien dire. Parce que c'est volontairement ambigu. Alors on peut s'interroger sur la raison pour laquelle la question est ambiguë. Oui, on tombe sur ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'on peut ne pas apprécier les signes religieux dans la rue. Moi, je suis a priori, et de façon historique, contre l'existence des religions. Ce qui n'empêche pas de ne pas agresser ceux qui sont religieux. Donc je suis plutôt défavorable à voir des signes religieux dans la rue. Pour autant, est-ce que je vais me battre pour les interdire? Bon, j'ai mis dans mes notes, moi j'aime pas les marrons, je ne vais pas me battre pour interdire les marrons. Les signes religieux, c'est pareil. Il ne faut pas confondre je n'aime pas avec il faut interdire. Et il y a une catégorie également, je me bats contre. Moi je peux me battre contre les signes religieux à l'école, contre les signes religieux dans la rue, mais c'est pas la même chose que de vouloir les interdire. C'est-à-dire, dans un cas, on est dans la discussion, dans l'autre cas, on est dans la dénonciation policière. Ce n'est pas exactement la même chose. Troisième remarque, il ne faut pas confondre la sphère publique et l'espace public. Ici, il y a pas mal de confusion. Ce qu'on appelle traditionnellement la sphère publique, c'est l'État. C'est-à-dire les fonctionnaires et les bâtiments qui sont dédiés au fonctionnement de l'État. L'espace public, c'est là où on peut aller, dans la rue, les boutiques, le tramway, c'est pas exactement la même chose. Et il ne faut pas confondre parce que les lois qui régissent le comportement, notamment en ce qui concerne la question de la séparation des églises et de l'État, ne sont pas les mêmes, et le Conseil d'État a été amené plusieurs fois à le rappeler. J'ai rajouté une quatrième remarque sur les lois en République. Les lois sont votées, après on peut discuter sur la façon dont c'est voté, mais il y a à un moment donné un ensemble de lois, de règlements, et les citoyens sont tenus de respecter les lois. S'ils ne les respectent pas, c'est prévu, des amendes, je sais pas. Mais ils sont tenus de respecter les lois. Mais ils ne sont pas tenus d'être d'accord avec. Et c'est ça qui fait la grandeur de la République, c'est que les droits de ceux qui sont d'accord avec les lois sont les mêmes que les droits de ceux qui ne sont pas d'accord avec les lois. Et ça, c'est très important parce que ça traverse toute la question dont je vais parler après. Alors, concernant les accompagnatrices scolaires voilées, alors il y a au moins un aspect qui fait, j'allais dire consensus, mais presque consensus, à part une toute petite minorité que je connais bien, c'est le fait que le voile sur les accompagnatrices scolaires n'est pas illégal. C'est-à-dire qu'il n'est pas contraire à la laïcité. On a deux exemples qui nous l'ont confirmé. D'abord, le ci-devant Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui l'a dit. Il a fini par le reconnaître, quand il a dit qu'il fallait gueuler dessus. Il a quand même reconnu que c'était légal et qu'ils avaient le droit de faire ça dans certaines limites d'ordre public sur lesquelles je reviens. Il y a d'autres qui l'ont confirmé, c'est le parti qui s'appelle les Républicains. On ne peut pas suspecter d'accord avec la libre-pensée, qui a proposé, et même fait voter au Sénat, une loi pour changer ça. Donc si ils ont proposé une loi pour changer ça, c'est qu'ils ont bien reconnu que, pour l'instant, les parents d'élèves, vous allez, avaient le droit. C'est une confirmation, il faut prendre comme ça. Dans l'état actuel de la législation, les instituteurs, et j'y reviendrai, peuvent choisir des mamans où aller, s'ils le souhaitent. On dit même que dans certains quartiers, s'il n'y a pas de maman voilée, il n'y a pas de sortie scolaire. S'ils veulent les exclure, il faut qu'ils trouvent une raison
valables, justifiables devant le droit français, notamment les questions d'ordre public. Il ne s'agit pas d'aller perturber une sortie scolaire qui est à vocation pédagogique par des questions qui n'ont a priori rien à voir. Donc l'instituteur, s'il a une raison particulière de refuser un parent d'élève volontaire d'accompagner, que ce soit pour une histoire de voile ou parce qu'ils sont pas bons, ou parce qu'il veut leur vendre du shit, ou je ne sais quoi, là, il a parfaitement droit pour l'ordre public et la sécurité des enfants de refuser. Mais il faut qu'il dise pourquoi. Alors, le fond du débat maintenant. Donc, dans le concert médiatique qu'on voit partout, il y a en gros, je dis en gros parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, il y a en gros deux courants. D'abord, je commence par moi-même, ceux qui, comme la libre pensée, considèrent que la laïcité de l'État, c'est l'égalité des droits. Ça, c'est la République, c'est un principe, l'égalité des droits. Et la liberté de conscience et d'expression, qui est à la base de la loi de 1905. Donc, si on est pour l'égalité des droits et pour la liberté de conscience et d'expression, on est évidemment pour la liberté de conscience et d'expression pour tous. Par définition. Sinon, c'est plus l'égalité des droits. Alors, ça c'est le principe général. Et il faut revenir sur les exceptions. Parce qu'en droit français, il y a toujours la loi et les exceptions. Il y a trois exceptions principales à la liberté d'expression. Il faut bien les connaître pour savoir si dans chaque situation, on est dans l'un de ces cas ou pas. La première exception, qui est connue par tout le monde, c'est pour ceux qui représentent l'État. Les représentants de l'État, en fonction, ils vont à la piscine ou promener leur gamin, c'est autre chose, mais quand ils sont en fonction, ils représentent l'État, donc ils représentent l'ensemble des citoyens. Donc ils sont tenus notamment de respecter l'article 2 de la loi de 1905, qui dit que l'État ne reconnaît pas les religions, donc il n'a pas le droit ni de les critiquer, ni de les approuver, ni de les vanter, ni quoi que ce soit. C'est la neutralité des fonctionnaires et des assimilés fonctionnaires, on peut voir. La deuxième exception, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le fait que dans les écoles publiques, il y a une législation, disons, légèrement différente, complémentaire, comme on veut, mais qui est différente, je l'ai dit tout à l'heure, de 192-186. Et la troisième exception, c'est bien sûr, comme toujours, l'ordre public. La loi de 1905 est très soucieuse de l'ordre public. Et évidemment, par exemple, les manifestations de rue doivent être autorisées par la mairie, des choses comme ça. Alors, l'esprit de la loi de 1905. L'esprit de la loi de 1905, il faut écouter Aristide Briand. Parce que c'est quand même lui qui a vendu la loi de 1905 à la Chambre des députés. C'est quand même lui qui est capable le mieux d'en parler. Il faut remonter aux sources. Alors, Aristide Briand a dit, le 26 juin 1905, dans le cadre de la discussion, le principe de la liberté de conscience et de libre expression du culte domine toute la loi. Alors, il suffit de relire l'article 1, que vous connaissez sans doute. La République assure la liberté de conscience, c'est le début de la loi de 1905. La République assure la liberté de conscience. C'est la base. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. L'ordre public est là, il y a un certain nombre d'exceptions, mais il y a le libre exercice des cultes dans le cadre de la liberté de conscience. Alors j'ai retrouvé aussi une déclaration d'Aristide Briand qui était de mars 1905, donc dans le cadre toujours de la discussion de la loi. Et dans cette déclaration, c'est parti d'un rapport d'Aristide Briand, il intervient sur les futures interprétations de la loi. Parce qu'il dit, nous on fait ce qu'on peut pour que la loi soit intemporelle, qu'elle puisse s'appliquer jusqu'au XIIe millénaire, en tout lieu et en tout temps, mais bien sûr, on ne maîtrise pas l'évolution de la société, et plus tard, des juristes, des hommes de loi, peuvent être amenés à interpréter la loi de 1905. Et il prévoit ça. Et il dit la chose suivante. Si
aussi minutieusement rédigée soit une loi aussi considérable, je parle de la loi de 1905, dont tous les effets doivent être prévus par des dispositions de droit civil, de droit pénal et de droit administratif, elle contient inévitablement des lacunes et soulève des difficultés nombreuses d'interprétation. C'est là le conseil qu'il donne pour ceux qui viendront après. Le juge saura, grâce à l'article placé en vedette de la réforme, l'article placé en retrait de la réforme, c'est l'article 1, celui que j'ai cité tout à l'heure. Donc le juge saura, grâce à l'article placé en vedette de la réforme, dans quel esprit tous les autres ont été conçus et adoptés. Toutes les fois que l'intérêt de l'ordre public ne pourra pas être légitimement invoqué, ça c'est toujours le cas, dans le silence des textes ou le doute sur leur exacte application, c'est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur. Quand il dit libéral, c'est liberté d'expression et de conscience. Donc vous voyez l'esprit de la loi. La loi n'est pas une loi d'oppression, la loi est une loi de liberté, avec un certain nombre de considérants et de conséquences qui, bien sûr, sont imposés par l'existence d'une société qui utilise cette loi. Alors donc ça, c'est la libre pensée qui rappelle 1905, qui rappelle que la loi de 1905 est une loi de liberté. Et d'un autre côté, donc l'autre grand courant qu'on entend, d'ailleurs un peu plus, malheureusement, dans la société, c'est ceux qui veulent s'opposer aux musulmans. Alors, on peut s'opposer aux musulmans, ce problème n'est pas là, mais il faut savoir pourquoi et comment. Ils ont inventé, au moins certains d'entre eux, une laïcité nouvelle. C'est bien, il n'y a pas besoin de... La laïcité nouvelle, c'est le discours qui consiste à dire la laïcité, c'est bien, il faut la mettre partout. Ah ouais, parce qu'elle est partout, elle est nulle part. Donc, c'est une opération qui, non pas à étendre la laïcité, mais à restreindre la liberté individuelle. Alors, on peut vouloir s'opposer aux musulmans, aux menaces réelles ou non d'invasion des musulmans dans la société. Ça, c'est une opinion politique qui peut exister, qui n'est pas condamnable en soi. Mais il ne faut pas se référer à la laïcité. Là c'est condamnable. La laïcité ne dit pas qu'il faut s'opposer institutionnellement et policièrement, c'est-à-dire par une interdiction, à l'exercice d'un culte tel qu'il soit. Par ordre public. La laïcité, c'est le droit d'expression pour tous, quelle que soit la manière dont il parle, quelle que soit la manière dont il s'habille, dans la mesure où, évidemment, il n'agresse pas les autres. Donc il ne faut pas confondre la défense de la laïcité et la lutte contre les obscurantismes. C'est ce qui a été rappelé par Alain tout à l'heure, en disant, dans les 4 axes de la libre pensée, il y en a le 1 et le 2. Le 1, c'est la défense de la séparation, c'est-à-dire l'égalité des droits, c'est-à-dire la libre expression pour tous. Et le 2, c'est notre droit à nous de critiquer les obscurantismes. Mais on ne peut critiquer les obscurantismes que si on a le droit de le faire. D'une certaine manière, le deuxième axe est dépendant du premier. Mais s'il n'y a pas la liberté d'expression pour tous, la discussion devient impossible. Je ne vous rappelle pas l'Inquisition, enfin c'est impossible. Beaucoup. Donc toute contrainte policière ou institutionnelle non justifiée par l'une des exceptions que j'ai mentionnées est une attaque contre la liberté démocratique, en particulier contre la liberté de conscience et d'expression. Alors, dans une république, on pense ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut dans la limite de l'ordre public, on a le droit de combattre l'islam, on a le droit de combattre les musulmans, dans la limite des lois, sans agresser les gens. On a le droit d'expliquer que les musulmans veulent envahir la France. On entend ce discours. Il y en a qui disent que les musulmans veulent envahir la France. En général, je leur réponds, bon, qui c'est qui a commencé? En général, ça les calme. Bon, dans une république, on a le droit de vouloir empêcher les musulmans et les musulmanes de s'exprimer dans l'espace public comme les autres citoyens, ou de déposer des projets de loi qui vont dans ce sens, mais il faut assumer. Dans ce cas, on est contre l'égalité des droits, on est contre la liberté d'expression pour tous, donc on est contre la laïcité. On a le droit d'être contre la laïcité, on a le droit d'être contre la République. Je rappelle parfois qu'on a des royalistes en France. Pas beaucoup, mais enfin il y en a. Ils ont le droit de vote. Ils sont officiellement contre la République, puisqu'ils sont royalistes, par définition. Mais ils ont le droit de vote. Ah, ils votent ou ils votent pas, c'est leur problème. Et même des fois, ils ont des candidats.
Chacun ses problèmes. Donc on n'a pas le droit de se réclamer de la laïcité pour demander l'interdiction générale des signes religieux ou de certains signes religieux dans l'espace public. Ça, on a le droit de le faire, mais pas au nom de la laïcité. Et je reviens aux déclarations de Blanquer, à propos de voile et de la fiche de la FCPE. Il a dit que c'était pas souhaitable. Oui. Bon. Alors, deux remarques. D'une part, quand il a dit ça en tant que ministre. Donc il n'a pas le droit. Puisqu'il prend position par rapport à une religion, ou suppose-t-elle. Tout le monde a le droit de mettre un foulard sur la tête, ça ne veut pas dire forcément qu'on a vu Dieu. J'y reviendrai. Donc il prend, mais dans sa tête c'est comme ça. Donc il n'a pas le droit. Et deuxièmement, s'il fait une différence entre l'expression de certaines religions et d'autres, il n'est plus dans la laïcité, il n'est plus dans les valeurs de la République. Donc il nous parle à longueur de journée. Donc on peut y compris s'inquiéter quand le même ministre de l'Éducation nationale veut populariser les valeurs de la République dans les écoles publiques. Et attention, si c'est ça qu'il veut dire, c'est pas la laïcité, c'est pas la valeur de la République. Alors, après je vais prendre un autre exemple qui va vous illustrer tout ça. Avant et après 1905, les municipalités avaient décidé d'interdire le port de la soutane dans la rue. Il y a eu des municipalités, des décrets. Avant 1905, ça n'avait pas de sens parce qu'il n'y avait pas la séparation. Donc, il n'y avait pas de doute. Et après 1905, il y a des municipalités qui ont voulu interdire le port de la soutane dans la rue. C'est un abus du droit, puisque la liberté d'expression, la liberté de conscience, s'applique à tout le monde, y compris aux ecclésiastiques catholiques. Il faut rappeler que lors de la discussion à la Chambre des députés de la loi de 1905, donc entre 1903 et 1905, celui qui défendait les intérêts de l'Église catholique s'appelait l'abbé Guéraud. Et il venait en soutane. Et personne ne lui a fait la remarque. Il montait à la tribune en soutane. Et personne ne lui a fait la remarque. Ni Récine Priant, ni Ferdinand Buisson, ni Michel. Il avait le droit. Il avait le droit pendant et le droit après. Si vous regardez le film, par ailleurs excellent, qui a été fait par le Ligue de l'enseignement, qui s'appelle La Séparation, je vous le conseille, c'est Claude Rich qui joue le rôle de l'abbé Guéraud. Il y a d'autres exemples. Vous connaissez Henri Grouès, l'abbé Pierre, voilà. Qui montait à la tribune avec sa soutane, et a mis des remarques. Et son béret. Le chanoine Kir, qui aussi a eu quelques réparties fameuses, qui n'était pas sa soutane. Et il y en a eu d'autres. Ça n'a choqué personne. Enfin, au moins, personne ne leur a fait la remarque, personne ne leur a dit vire ta soutane avant de causer aux députés. Donc, là où on peut porter des signes catholiques, pourquoi ça serait la seule religion qui aura le droit de porter des signes? Parce que la soutane, c'est quand même un signe religieux catholique. Hein. C'est pour distinguer les ministres du culte. C'est pas faire mieux. C'est pas simplement une vague référence historique. C'est volontairement qu'ils s'habillent comme ça, qu'ils s'habillaient comme ça. Il y en a encore quelques-uns. Pour montrer qu'ils étaient des prêtres catholiques. Donc, faut pas, l'exemple est flagrant. Donc, quand on entend les gens qui crient parce que dans le public, il y a quelqu'un qui a un foulard, on dit, mais attention, ces mecs-là, ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas protesté quand les prêtres catholiques montaient à la tribune de l'éducation, de l'Assemblée nationale, de la Chambre des députés. C'est quand même autre chose que d'être dans le public à rien dire. Donc, il faut être cohérent. Soit on est pour l'égalité des droits, soit on l'est pas. Si on l'est pas, on a le droit de ne pas l'être, mais on assume. Il ne faut pas à la fois défendre officiellement la laïcité, et puis dire, ouais, celui-là, il a le droit d'avoir un signe religieux, et pas les autres. Entre parenthèses, il y a un certain De Rugy, vous connaissez peut-être, du temps où il était président de l'Assemblée nationale, qui, il a été président de l'Assemblée. Non, il a un peu marre là-dessus.
il a fait voter, par qui je ne sais plus, si c'est l'Assemblée, si c'est un... Ben, il était à l'Assemblée. Oui, mais si c'est un qu'il était désormais interdit de venir avec des signes religieux à l'Assemblée nationale. Bon. Sous-entendu, il aurait viré ceux dont je parlais tout à l'heure. Hein. Alors c'est parce qu'il y avait... Parce que François Ruffin est venu avec un maillot vert de l'Olympique au cours. Bonjour. Bonjour la tolérance. Bon. À l'Assemblée nationale, les députés ne représentent pas l'État. Les députés représentent ceux qui les ont élus. Au mieux, parce que des fois, ils ne représentent pas grand-chose. Au mieux, ils représentent, surtout au moment du vote. Mais en principe, au moins, ils représentent ceux qui les ont élus. Ils ne représentent pas l'État. Donc ils s'habillent comme ils veulent. À la mesure où ils agressent pas les autres, où ils ne sentent pas mauvais. Alors, sur cette question des vêtements, Aristide Briand, aujourd'hui, a répondu à un orateur qui demandait l'interdiction des soutanes dans les rues. À un moment donné, il y a eu un amendement qui a été déposé pour interdire les soutanes dans les rues. Alors, je cite Aristide Briand. Messieurs, au risque d'étonner l'honorable M. Chabert, je lui dirais que le silence du projet de loi au sujet du costume ecclésiastique, qui paraît le préoccuper si fort, n'a pas été le résultat d'une omission, mais bien au contraire d'une délibération mûrement réfléchie. Il a paru à la commission, donc la commission qui présentait le projet de 1905, il a paru à la commission que ce serait encourir pour un résultat problématique le reproche d'intolérance, et même d'exposer à un danger plus grave encore, le ridicule. Rien qui ont rigolé, que de vouloir, par une loi qui se donne pour but d'instaurer dans ce pays un régime de liberté au point de vue confessionnel, imposer au ministre des Cultes l'obligation de modifier la coupe de leur vêtements. C'est bien. Voilà, il a bien raison. Alors, sur la même question, un certain Bruno Retailleau, vous connaissez peut-être aussi. Il a dit qu'il fallait interdire aux élections municipales les listes communautaires. Alors, je cite Bruno Retailleau, pas souvent, mais... Il dit « Les listes communautaires veulent privilégier une partie de la population alors que notre République est indivisible. » Wow. Donc, une liste qui voudrait privilégier une partie de la population devrait être interdite aux élections. Donc, on va interdire aussi les listes chrétiennes. Forcément, parce que les chrétiens ne sont qu'une partie de la population. On va interdire les listes qui défendent les chasseurs. Au hasard, ça peut être autre chose. Interdire, puisqu'ils ne représentent pas, alors, tout le monde n'est pas chasseur. Ou alors des listes qui défendent le patronat. Ça peut se trouver. Ou des listes qui défendent la classe ouvrière. Ça peut se trouver. Donc on va interdire tout ça, mais il ne va pas rester grand-chose. Voilà. Donc interdire, voilà. Alors, sur cette question, le Conseil d'État, je cite beaucoup le Conseil d'État parce que c'est quand même l'autorité première dans ce pays. Il a tranché en 2010 et je vous cite le Conseil d'État. La circonstance qu'un candidat à une élection affiche son appartenance à une religion est sans incidence sur la liberté de choix des électeurs et ne met pas en cause l'indépendance des élus. On a le droit de dire qu'ils sont chrétiens, musulmans, adoratoires de l'oignon, c'est quoi, aucune norme constitutionnelle, et notamment par le principe de laïcité, n'impose que soient exclus du droit de se porter candidate à des élections des personnes qui entendraient, à l'occasion de cette candidature, faire état de leurs convictions religieuses. Donc ça veut dire, en ce qui concerne Bruno Retailleau, deux choses. D'une part, la tolérance de Tala, deuxièmement, qu'il n'a pas lu les textes du Conseil d'État. Ou il fait semblant de ne pas les avoir. Alors, quand on fait la chasse aux expressions publiques musulmanes, il faut quand même aussi rappeler l'offensive importante menée par l'Église catholique depuis environ 2010, un peu avant, mais surtout depuis 2010, pour installer des monuments religieux sur les places publiques. Et là, on n'est plus dans le foulard, on est dans des monuments importants. La statue de Jean-Paul II, si vous avez vu un peu Armel, hein, c'est pas n'importe quoi. J'ai un autre cas dans ma commune. Oui, ben, il y a la nôtre. Les Côtes d'Armor, le calvaire de Plorec. Voilà. Donc ça, c'est pas une petite. Ah, c'est quelque chose. La Vierge de Publier face au lac Léman en Haute-Savoie. Et toutes les crèches de Noël catholiques, vous avez vu ça dans la presse,
dans les mairies ou les hôtels de région. Là, on est carrément dans les bâtiments de l'État. La statue de Florimel, c'est une place qui appartient à l'État, mais c'est la rue. Et les crèches, c'est carrément dans les mairies ou les hôtels de région. La libre pensée a bataillé et généralement gagné en justice. On a déplacé la statue de Florimel. Pas nous, hein. On l'a fait déplacer. Avec une grue, certes d'une trentaine de mètres, dépassé l'autre jour, certes d'une trentaine de mètres, mais elle a quitté le terrain public. Maintenant, elle est dans une pièce d'encoche privée. Voilà. Et on l'a quand même sortie du parking. C'est exactement ça. Elle est dans une espèce de coche un peu bizarre, mais elle est quand même, on l'a quand même virée. Vous voyez, il y a des photos avec la grue. Oui, donc on s'est appuyé sur le... Pour la Vierge Florimel, d'où venait la décision de l'implanter sur le parking public? La mairie, bien sûr. Alors le maire avait reçu le cadeau de la Russie d'une statue qui d'ailleurs a été érigée, enfin pas érigée, mais élaborée et construite par une espèce de mafieux, donc il serait intéressant de retracer l'histoire, et offert à la statue de Florimel. Il y avait des liaisons entre le maire de l'époque et la mère a payé le socle. Donc la libre pensée est d'abord intervenue et on a réussi à faire rembourser le socle. Et ensuite, il y a eu la bataille, je ne vais pas revenir sur tout parce que sinon on va sortir un peu plus loin, mais on a réussi, il y a eu un débat pour savoir si la statue de Jean-Paul II en soi était un symbole religieux. A priori non, parce que c'est un personnage qui a existé. Par contre, la grande croix qui est au-dessus, là, ça peut pas tout. Donc la question c'est de savoir si on pouvait dissocier, et ça a été refusé, donc tout a été fait. Ça s'est passé. Mais c'était une bagarre de 10 ans. Attention, faut pas rigoler, hein, c'est pas n'importe quoi. Donc on a gagné. La libre pensée avec d'autres sur place, hein, pas tout seul. Enfin, la libre pensée a joué un rôle après. Alors, une autre question, le soi-disant foulard islamiste est-il réellement islamiste? Alors, tout le monde fait semblant de dire que quand on veut une femme qui a un peu l'air d'être du Sud, quand elle met un foulard, c'est le signe de l'islam. J'ai écouté à la radio qu'il y a une réponse à une question dans un débat qui était intéressant. Il y en a qui disaient, ouais, mais les musulmans sont discriminés, par exemple, quand ils font des demandes d'emploi. Quand on fait des demandes d'emploi, on ne leur demande pas s'ils sont musulmans. Ils sont discriminés parce que c'est leur nom ou leur quartier. Mais qu'ils soient musulmans ou pas, évidemment, ils n'en savent rien, les employeurs. Et ils n'ont pas le droit de le demander. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. On dérive. Cette obligation pour les femmes de se couvrir la tête n'existe pas dans le Coran. Les imams le disent. Ils sont quand même le mieux placés pour le dire. Il y a l'histoire sur les femmes du prophète, il y a l'histoire sur la poitrine, mais il n'y a pas le dire. En plus, les femmes se mettaient des foulards sur la tête bien avant. Et j'irais bien après. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, ma mère avait toujours un foulard quand elle sortait, sinon elle était en cheveux. C'était pas poli. Quand si un mec sont allés à la messe il y a 50 ans, les hommes devaient être du tête et les femmes avec un truc sur la tête. Voilà. Alors, je vais vous lire un passage. Nos grands-mères portaient des foulards. Je vais vous lire un passage du premier épître de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Ça vient du site catholique.org, donc c'est pas suspect de quoi que ce soit, et la traduction en français par le chanoine Crampon, qui est d'ailleurs connu dans les traductions. Donc c'est Saint Paul, ou le gars qui s'appelait comme ça, enfin, il y avait d'autres noms, hein. Il paraît qu'il a quand même réellement existé. Je veux cependant que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ, que le chef de la femme, c'est l'homme. Attention. Que le chef du Christ, c'est Dieu. Tout ça, ça se discute d'ailleurs théologiquement. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore sa tête. Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore sa tête.
Elle est comme celle qui est rasée. Si une femme ne se voile pas la tête, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux à une femme d'avoir les cheveux coupés ou la tête rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, parce qu'il est l'image de la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En fait, le symbole, c'était le 1er siècle. C'était 500 ans avant l'islam. Hein. Ah ouais, la antériorité est très claire. Hein. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Vous savez, c'est la fameuse chose. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Et là, le meilleur pour la fin, c'est pourquoi la femme doit, à cause des anges, alors là j'ai pas compris, c'est pourquoi la femme doit, à cause des anges, avoir sur la tête un signe de suggestion. La femme doit avoir sur la tête un signe de suggestion. Donc le signe de suggestion de la femme sur la tête, c'est pas les islamistes qui l'ont inventé. Hein. Toutes les religions monothéistes sont passées par là. On va parler des juifs, des arabes, des quoi. Voilà, donc je pense que ça vous éclaire sur quand même le fond de l'affaire. Donc je répète, pour résumer, en République, ceux qui partagent les valeurs de la République et ceux qui les combattent ont les mêmes droits. C'est à ça qu'on reconnaît la République. Alors je reviens maintenant sur la laïcité scolaire et les lois scolaires. Alors la laïcité scolaire, donc instituée principalement par la loi de 1882-1886, vise à protéger l'élève, donc l'enfant devenu élève par le fait qu'il est à l'école publique, protéger l'élève des pressions de la société par une sanctuarisation de l'école publique. L'école publique est protégée de la société. Et à la porte de laquelle doivent s'arrêter les idéologies et les religions. Les religions, les idéologies de propagande qui traversent la société à bon droit, commercial, militaire, idéologie, s'arrêtent à la porte de l'école publique, donc de l'école publique. C'est la condition pour que l'enseignement public, tel qu'expliqué par Condorcet, pour la donner ça vous intéresse, soit basé sur la raison, la science, l'apprentissage de l'esprit critique, sous la conduite d'un instituteur, parfois on l'appelle autrement, on l'appelle toujours instituteur, fonctionnaire d'État, donc tenu à la neutralité dans sa classe. L'instituteur, celui qui met debout, c'est celui qui, protégé dans sa classe des pressions de la société, peut, avec les enfants qu'il a devant lui, les élèves devenus élèves, leur expliquer ce qu'est le monde, leur expliquer l'histoire, le français, la politique, y compris la société. Donc les religieux. Donc, pas de signes religieux dans la classe pendant les cours, par définition, y compris sur les élèves. Pas d'endoctrinement non plus, y compris d'origine gouvernementale. Parfois, les élus et le gouvernement s'autorisent à décider, le collège s'autorise à décider, d'introduire des propagandes dans les écoles publiques au nom d'idéaux liés à l'environnement ou à je ne sais quoi. C'est interdit. Alors, tant que personne ne le dénonce, ça passe, mais c'est interdit. Alors, quid des sorties scolaires? C'est là que le problème est. Bon, par définition, une sortie scolaire, c'est une sortie hors de l'école. Sinon, c'est pas une sortie scolaire. Donc, on sort du sanctuaire, d'une certaine manière. L'objectif de la sortie scolaire, c'est de faire des choses qu'on ne peut pas faire à l'intérieur. Par définition, sinon on est mieux à l'intérieur. Et notamment d'aller voir la société telle qu'elle est. Parce qu'on ne peut pas avoir à ses élèves ou certains aspects de la société telle qu'elle est, donc en allant la voir. Alors, il est important que ça se passe sous l'autorité de l'instituteur. Ce n'est pas une sortie de promenade en ville, c'est une sortie scolaire. Donc l'instituteur prépare en amont, s'il y a des instituteurs parmi vous qui sauront ce que je veux dire, prépare en amont, conduit, encadre pédagogiquement la sortie et fait un débriefing, même si ça ne peut pas comme ça, après. Bon, c'est ça qui donne le cadre scolaire de la sortie. Alors, la question de la protection de l'élève
par rapport aux pressions de la société, évidemment, se pose de manière différente. Parce que autant on peut interdire les signes religieux, la propagande politique à l'intérieur de la classe, autant que quand on est dans la rue, on ne peut pas raser les églises, enlever les affiches des élections municipales, demander aux passants de s'habiller d'une manière neutre, on va l'accepter. Bon, donc on est dans une situation différente. Donc, ceux qui assimilent, on lit ça parfois, que la sortie scolaire, c'est dans le cadre de l'école, donc c'est pareil. Ben non, c'est pas pareil. Et les lois scolaires de protection par rapport à la société, évidemment, ne peuvent pas s'appliquer de la même manière. En plus, dans l'hypothèse où on raserait les églises et où on enlèverait les affiches municipales et où tous les passants accepteraient, etc., c'est plus la société qui verrait, ça serait une société, d'une certaine manière, modifiée pour eux. Donc on perd l'objectif de la sortie scolaire. La sortie scolaire, c'est quand même de voir la société telle qu'elle est, sinon ça ne sert à rien, autant réfléchir. Alors, la sortie scolaire fait-elle partie de l'enseignement? Ça, c'est un argument qui est souvent dit, fait partie de l'enseignement. Oui, fait partie de l'enseignement, évidemment. C'est une activité pédagogique. Enfin, ça peut être d'autres, ou alors c'est de la récréation. C'est pas considéré comme de la récréation. Donc c'est une sortie scolaire à vocation pédagogique. C'est pourquoi elle est gérée par un instituteur qui en maîtrise les objectifs et les contenus. Alors, quid des parents accompagnateurs? Les parents accompagnateurs, en fait, ils sont là parce qu'il y a carence de l'éducation nationale. Parce que normalement, on devrait avoir des accompagnateurs. Bon, rien que d'en parler, ça fait sourire. Malheureusement. Bon. Mais les accompagnateurs n'ont pas de compétences pédagogiques. Ils ne sont pas, sauf, évidemment si vous avez un inspecteur d'académie qui accompagne les gens, mais c'est pas comme ça. Le parent moyen de base, ou quelqu'un qui n'est pas parent d'ailleurs, il n'est pas reconnu comme étant un auxiliaire pédagogique. Il n'a pas de qualification pédagogique. Pourquoi il est là? Parce qu'ils sont dans la rue. Donc à un moment donné, l'institut, il avait un gamin, ils n'ont pas non plus courir après. Donc ils sont là pour l'intendance et la sécurité. Ils ne sont pas là pour aider l'instituteur dans sa pédagogie. Ce ne sont pas des auxiliaires pédagogiques, ce sont des adjoints de sécurité, des accompagnateurs. Ils accompagnent, ils sont là pour aider à traverser la rue, à prendre le métro, etc. Mais ils n'ont pas de responsabilité pédagogique. Ils n'ont pas de formation pour, généralement. Ils ne sont pas reconnus comme tels. Ils n'ont pas la compétence. Ils n'ont pas la qualification. Ils ne sont pas des adjoints d'enseignement. Alors, le Conseil d'État a clairement tranché, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, pas mal tranché sur cette question. Alors, le Conseil d'État, il a dit la chose suivante. Entre l'agent, il parle des sorties scolaires, entre l'agent, donc l'agent c'est le fonctionnaire, et l'usager, la loi et la jurisprudence n'ont pas identifié de troisième catégorie de collaborateurs ou participants qui seraient soumises en tant que telles à l'exigence de neutralité religieuse. Ça, c'est le Conseil d'État du 19 décembre 2013. L'emploi par diverses sources et pour des finalités diverses de la notion de collaborateur, collaborateur occasionnel ou participant ne désigne pas une catégorie juridique dont les membres seraient, entre autres, soumis à l'exigence de neutralité religieuse. Ils sont assurés par l'État, ils sont chargés de la sécurité et de l'intendance, donc c'est normal d'être assurés, mais ils ne participent pas, ils ne sont pas des collaborateurs de l'instituteur. Pour les usagers et les tiers à ce service, qui ne sont pas soumis à l'exigence de neutralité religieuse, des restrictions à la liberté de manifester des opinions religieuses peuvent résulter soit de textes particuliers, soit de considérations liées à l'ordre public ou au bon fonctionnement du service. C'est ce que je disais au début. Si l'instituteur considère qu'il y a un problème avec un parent d'élève parce qu'il est habillé de telle manière, ou parce que ça va créer des troubles, ou parce que ça va le gêner, parce qu'il y a une mariée avec une grande robe, on va marcher dessus, ça peut être n'importe quoi. Il a le droit de refuser. Mais il faut qu'il dise pourquoi. Alors, où en est le conflit public sur les accompagnatrices scolaires volées? La proposition de loi a été votée par le Sénat, vous l'avez vu, mais on nous dit qu'elle sera refusée par l'Assemblée nationale. Nous verrons bien. Donc la position du gouvernement par la voix de Jean-Marie Blanquer
notable, et de dire que ce n'est pas une bonne tactique. Parce que vous avez vu ces déclarations, il a dit « Ah, c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Sur le coup, il a raison. Ça n'est jamais en brimant les religions qu'on les combat. Les martyrs sont toujours bienvenus dans les religions. Donc ça, du point de vue tactique, c'est pas terrible. Mais en même temps, il renforce ce qu'il avait dit avant, contrairement à ce que certains ont dit que c'était contradictoire. S'il dit que c'est pas la bonne tactique, ça veut dire qu'il faut trouver une autre tactique. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais c'est autrement. Alors comment il n'a pas dit. Mais il est sorti clairement de son rôle de ministre. Alors, une remarque aussi, alors là je ne suis pas compétent, mais les juristes nous disent que si, éventuellement, même si ce n'est pas le cas, cette proposition de loi votée au Sénat venait à être votée à l'Assemblée nationale, ça serait une remise en cause de la loi de 1905. Et il faudrait tenir compte dans la loi de 1905. Donc, ceux qui disent ça, est-ce qu'ils savent qu'ils s'attaquent à la loi de 1905 ? S'ils le savent, c'est volontaire. S'ils ne le savent pas, c'est des cons. Alors, question plus importante. Si on veut comprendre les enjeux, tout ça c'est de l'explication, mais les enjeux. Alors, je vais être très, très, très large. Il faut remettre ça en situation. Il ne vous a pas échappé qu'au plan international, les populations d'Algérie, d'Hong Kong, d'Équateur, du Liban, du Chili, de Catalogne, d'Irak, Soudan aussi, sont massivement dans la rue pour dégager les dirigeants. En France, un conflit majeur paraît imminent et tout le monde prépare le 5 décembre à sa manière. Ils sont directement concernés par un thème. Et n'oublions pas la perspective des élections municipales, oui, il faut que je brèche, qui perturbe beaucoup les élus en ce moment. Alors, ce n'est pas le rôle de la Ligue. Tu veux me dire quelque chose ? Ah oui, donc ce n'est pas le rôle de la libre-pensée de lancer le débat sur cette question-là, mais on peut au moins recaler ce que j'ai dit sur les femmes voilées dans ce cadre-là, dans le cadre de la situation générale et de l'imminence du conflit social sur les retraites, la bataille entre Delevoye et Macron, c'était assez rigolo. Premièrement, le vote au Sénat de la proposition de loi va dans le sens de, ça je l'ai dit, préparation des esprits à une modification de la loi de 1905 qui reste un objectif du gouvernement. Donc, c'est quand même pas gratuit. La stigmatisation des musulmans fait partie d'une opération de division de la population, bien utile à un gouvernement minoritaire dans la perspective du conflit social qui s'annonce. L'attaque contre une liberté, donc celle de s'habiller comme on veut dans certaines musiques, s'ajoute à la campagne violente actuelle contre toutes les libertés démocratiques. Pas un hasard non plus. Enfin, une large opinion pense que l'importance mise dans les médias sur les questions liées au voile musulman n'est qu'une diversion qui permet de ne pas parler de la situation économique et sociale. C'est-à-dire que je partage un peu aussi cette opinion. Alors, dernier point, puisque faut que je termine. Donc, sur la loi de la défense de la loi de 1905. Donc, Emmanuel Macron, l'année dernière, au printemps 2018, est allé au Collège des Bernardins, devant la conférence des évêques de France. Il a dit qu'il fallait réparer le lien entre l'Église catholique et l'État. Vous avez vu ça ? Bon. Alors, comme vous le savez, ce lien n'existe plus depuis 1905. Donc, il s'agit de le rétablir. Donc, il s'agit de s'attaquer à la loi de 1905, voire d'aller vers un nouveau concordat. Alors, après, il a expliqué aux évêques pourquoi, parce qu'il a besoin d'eux dans la lutte sociale, bien sûr. C'est pas nouveau, ça fait 2000 ans, ça y est. Pour l'instant, Macron a d'autres préoccupations, apparemment. Il a même dit le contraire ici ou là, notamment le 18 mars, il a reçu des intellectuels à l'Élysée, il a dit 1905, 1905, 1905. Mais, début 2019, la libre-pensée a été invitée par le ministère de l'Intérieur, par le ministre de l'Intérieur, et la situation était beaucoup moins claire, puisque nous avons pu obtenir, le ministère de Christophe Castaner lui-même nous a envoyé un document qui s'appelle « Renforcer la laïcité, garantir l'exercice des cultes ». En dessous, il y a marqué « Piste législative ». Ah. Donc, il y a des pistes législatives. Ça veut bien dire c'est peut-être pour renforcer. Oui, c'est ça. Mais enfin, renforcer, c'est modifié. Donc, la libre-pensée a écrit au président de la République, c'est ça, en disant dites-nous si vous voulez modifier la loi de 1905. Évidemment, il n'a pas répondu, ce qui n'est pas surprenant.
Donc la Ligue de l'enseignement, le 22 novembre 2018, a invité un certain nombre la totalité des organisations laïques nationales, et il est sorti un appel qui s'appelle « Non à la révision de la loi de 1905 », qui est d'une certaine manière la suite de l'appel des laïcs de 2005, avec tout un tas de signatures, dont la Libre Pensée. Alors d'autres ont cru malin de ne pas y aller, de faire un truc parallèle, avec le même titre d'ailleurs. Mais ça s'est quand même bien terminé, puisque la Libre Pensée a pris l'initiative d'une réunion laïque unitaire, donc avec les deux, qui s'est réunie le 28 février 2019, là il y avait quasiment tout le monde, et il y a le compte rendu pour ceux qui s'intéressent, et la décision a été prise d'être prêt à une mobilisation massive, y compris avec Rassemblement National et manifestation à Paris, si le gouvernement décidait, publiait une attaque contre la loi 1905. Donc ça c'est très important. Et dernier point, sur Saint-Nazaire. Sur Saint-Nazaire, on a eu des contacts avec tout un tas d'organisations laïques, et il y a eu une réunion qui s'est tenue en novembre 2018, il y a un an, et une déclaration commune a été adoptée, intitulée également « Ne touchez pas à la loi de 1905 ». Donc je suis signataire avec Guy Texier, qui est excusé aujourd'hui, mais on signé cette déclaration. La section de Saint-Nazaire de la Ligue des droits de l'homme, le groupe de Saint-Nazaire de la Libre Pensée, l'Union locale Force ouvrière, le secteur de Saint-Nazaire des DDEN, la FCPE de Saint-Nazaire, l'Union locale CGT de Saint-Nazaire et le GEPAL, le groupement des amitiés laïques. Donc c'est quand même l'essentiel des organisations laïques de Saint-Nazaire qui disent « Ne touchez pas à la loi 1905 ». Nous sommes allés à la sous-préfecture le 10 décembre, il y a eu un article dans la presse, donc tous ces gens-là sont cités, et on a dit au secrétaire général de la sous-préfecture qui nous a reçus, voilà notre déclaration, jouez pas au con, sinon vous allez nous voir. Voilà. Donc on en est là. Oui, enfin, donc on en est là. Voilà, soyons vigilants. Merci. Juste une petite précision, c'est l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 qui réglemente, qui dit on n'a pas le droit d'élever, d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics, hein, par rapport à Flore Hermel par exemple, chose de ce genre. Et les crèches dans les mairies, préfectures et compagnie. Il est interdit à l'avenir, alors le mot l'avenir est important, Ouais. il est interdit à l'avenir d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. Il n'est pas long, Bernard. Pardon ? Je dis l'article, il n'est pas long, mais il est très explicite. C'est clair. Donc il y a Retailleau en Vendée, Vauquier au Puy. Donc ils ont été condamnés, Vauquier 2 fois. Oui. En cours. Il a du mal à comprendre. Il a du mal à comprendre vite. Il n'est pas comprendre. Qui
la société telle qu'elle est tant qu'on est protégé de la société à l'intérieur de la classe. Donc l'instituteur peut décider, ouais, attends, ça se passe, c'est un peu plus compliqué, mais l'instituteur peut décider de montrer la société